Bonjour, m'avez-vous reconnu? Je suis le caddie du Touquet, l'emblème de la station depuis 100 ans. Bienvenue à l'hôtel de ville du Touquet. Je vais vous raconter l'histoire de ce lieu vraiment unique. Tout commence en 1837. À l'époque ici, c'était juste un grand terrain de dunes, sans construction, sans forêt. Ce territoire de 1600 hectares est alors rattaché à la commune voisine de Cuques. L'État décide de le vendre et c'est un notaire parisien, Alphonse Dalloz, qui l'achète. En 1855, il commence à y planter une forêt et quelques années plus tard, en 1864, il fait construire un petit château à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Palais des Congrès. Parmi ses amis, il y a Hippolyte de Villemessant, le patron du journal Le Figaro. Il tombe amoureux du coin, entre mer et forêt, et a une idée. Créer ici une station balnéaire pour les Parisiens. Et voilà comment naît le nom Paris-Plage. En 1882, la station est officiellement créée. Très vite, des villas sortent de terre, les premiers commerces ouvrent, un journal local est lancé, une église construite. Mais Dalloz décède en 1885. Ensuite, à partir de 1902, c'est un Britannique, John Whitley, qui reprend le flambeau. Il développe le tourisme avec des casinos, des hôtels de luxe, des équipements sportifs. Et petit à petit, le Touquet devient la station chic qu'on connaît aujourd'hui. Le 28 mars 1912, Paris-Plage devient officiellement la commune du Touquet-Paris-Plage. De 1912 à 1931, avant la construction de l'hôtel de ville, le conseil municipal se réunit dans la villa Les Moucherons, située à l'angle des rues de Bruxelles et de Londres. En 1928, les revenus des casinos sont si importants qu'une seule année de taxes sur les jeux suffit à financer la construction d'un grand hôtel de ville. La première pierre est posée le 16 avril 1929. Les travaux, réalisés en un peu plus de 2 ans, suivent les plans des architectes Louis de Brouwer, également auteur de l'hôtel de ville de Calais, et Pierre de Robec. Superbe, non? À l'hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage, ce qui frappe tout de suite, c'est la richesse architecturale. Le bâtiment mêle plusieurs styles. D'abord, le style régional avec des matériaux bien d'ici, la brique rouge et la pierre de Benctin. Et bien sûr, ce fameux beffroi typique des hôtels de ville du Nord. Ensuite, on retrouve le style normand avec les pans de bois. Ici, ils sont cimentés. Et une belle touche de style néo-Tudor anglais qu'on repère facilement dans les fenêtres et les voûtes. Quand on entre dans la salle d'honneur, on en prend plein les yeux. C'est du néo-Tudor à l'état pur, avec ses arcs brisés, ses nervures, ses vitraux colorés. Et tout au fond, 2 magnifiques fresques de Jeanne Thill, une artiste calaisienne du début du XXe siècle. Elles évoquent la guerre de 100 ans et un épisode souvent oublié, la signature du traité de paix d'Étaples en 1492 entre Charles VIII et Henri VII. Dans la salle des mariages, le style néo-Tudor est encore plus présent. On le voit dans les voûtes, dans la forme très caractéristique des fenêtres. Les vitraux affichent les blasons de Dèvres, d'Étaples et même le lion de Flandre. Et là encore, une fresque de Jeanne Thill qui célèbre la paix entre la France et l'Angleterre en représentant l'arrivée de Marie Tudor au port de Boulogne-sur-Mer. Nous voilà maintenant dans la salle du conseil municipal. Tout est en bois de chêne massif et c'est d'origine. Aujourd'hui, elle n'accueille plus les conseils municipaux, mais à l'époque, le maire siégeait face au conseil. La majorité à droite, l'opposition à gauche, comme le veut la tradition. Il y avait même une petite porte discrète pour qu'il puisse entrer ou sortir rapidement. Le public, lui, prenait place dans les galeries. Et regardez les fauteuils, en cuir avec les armoiries de la ville adoptées en 1912. On y lit la devise « Fiat lux, fiat urbs », que la lumière soit, que la ville soit. Le blason, lui, raconte l'histoire du territoire. Les 3 fleuves du Ponthieu, le phare, premier édifice construit ici, et les armes de Paris, parce qu'on est bien à Paris-Plage. Et puis, il y a ce fameux beffroi. Il culmine à 38 mètres de haut, et son carillon joue les mêmes notes que Big Ben à Londres. Un joli clin d'œil au lien franco-britannique à l'origine de la station.
Le bâtiment a connu les années folles, la Seconde Guerre mondiale, l'après-guerre. Il a même abrité le musée municipal de 1932 à 1989. En 1944, après les bombardements, le beffroi a servi de phare et il a failli disparaître. Les Allemands prévoyaient de le faire sauter le 3 septembre. Heureusement, Lucien Hougen, le gardien du phare, a réussi à les convaincre d'abandonner en prétextant la présence de blessés dans les sous-sols. Ce lieu a vu passer tant d'événements. Des mariages, des réceptions, la signature des accords franco-britanniques en 2003, les 100 ans de la ville en 2012 et même en 2025, une exposition en mon honneur à l'occasion de mon centenaire. Mais avec le temps, il avait bien souffert. Infiltration, briques abîmées, acier rouillé. En 2014, il a été classé monument historique, ce qui a permis de lancer une grande restauration. Les travaux ont commencé en décembre 2020 et se sont terminés en juin 2025, avec plus d'1 an d'avance. Quelle fierté pour moi de pouvoir aujourd'hui vous le présenter. Resplendissant, élégant, symbole d'une ville qui n'a de cesse d'innover, tout en préservant son patrimoine le plus précieux entre nature et élégance.